Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour, bienvenue sur Seventh Rank, la chaîne à l'audimat qui... Quel écheciste passionné n'a pas rêvé, au moins une fois dans sa carrière de joueuse ou joueur amateur, de produire une victoire façon Mikhail Tal, 8e champion du monde, dont le nom est à jamais immortalisé dans le panthéon du jeu d'échecs. Pour rappel, Mikhail Tal, joueur soviétique, fut surnommé le magicien de Riga pour ses victoires aussi invraisemblables que fabuleuses, ses sacrifices aussi incorrects que spectaculaires, allant parfois jusqu'à lâcher le roi, quand il en faisait décidément beaucoup trop. Pour la 100e vidéo de cette chaîne et afin de poursuivre sur cette série consacrée aux belles, voire très belles parties d'échecs, je me suis dit que j'allais me faire plaisir et vous présenter ma plus belle partie jouée dans l'Open C du championnat de France en 2018 à Nîmes, c'est-à-dire grosso modo de 1500 à 1800 points Elo, avec l'esprit du magicien de Riga qui planait au-dessus de l'échiquier à ce moment-là, comme vous allez pouvoir en juger par vous-même. Alors pour le contexte, nous sommes à la 5e ronde de ce tournoi que j'ai d'ailleurs très bien commencé puisque j'étais à 4,5 sur 5 au moment de débuter cette partie et après plus d'un an d'absence de compétition, débuter mon premier championnat de France ainsi, c'était bien entendu vraiment pas mal et pour tout vous dire assez inespéré. Et j'étais opposé avec les Blancs lors de cette ronde à un joueur du nom de Jérôme Malassagne dont les enfants sont d'ailleurs connus dans le milieu des échecs français très talentueux, raison pour laquelle j'avais d'ailleurs clairement peur de disputer cette partie la veille au soir. Alors je précise évidemment que des parties comme ça, je n'en joue pas tous les jours, mais quand ça arrive, ma foi, on ne dit pas non. Et maintenant, place au spectacle et j'espère que ça va vous plaire. Enjoy! Comme j'ai dit, nous sommes à la 5e ronde de ce championnat de France et, conduisant les pièces blanches, j'ai choisi de débuter par un E4. Mon adversaire a répondu C6 et après D4, D5, la défense carreau-can est présente sur l'échiquier. Alors, je précise que la partie fait plus de 50 coups, donc vous vous doutez bien que je ne peux pas m'arrêter à chacun, sinon la vidéo ne va jamais finir. Et en plus, on va me prendre pour un gros narcissique. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la défense carreau-can, je vous invite à aller consulter les vidéos que j'ai déjà réalisées sur le sujet, en vous rendant à la playlist piège d'ouverture et moi je continue. Dans cette position plusieurs coups sont possibles, il y a évidemment E5, la fameuse variante d'avance très prisée aujourd'hui au plus haut niveau, mais également cavalier C3, l'ancienne grande ligne où on développe le cavalier sur une case naturelle tout en protégeant le pion E4, mais également le petit coup F3, plus rare et joué avec succès par Alexander Morozevich dans sa partie contre Victor Bologan. Les liens des parties seront en description. Pour ma part, j'ai choisi de jouer différemment et j'ai opté pour E prend D5. Mon adversaire a récupéré du pion C, le grand coup dans cette position et on ne va pas se prendre la tête, ça s'appelle la variante d'échange de la carreau-can, je vous laisse deviner pourquoi. Dans cette position, deux coups sont possibles, C4 qui conduit à l'attaque Panov avec généralement des positions de pion-dame isolées, ou le coup que j'ai choisi dans la partie fou D3 qui mène à la variante d'échange dite pure. Là encore de grands coups, cavalier C6 ou cavalier F6 qui a été joué dans la partie et maintenant le petit coup C3, alors c'est le grand coup dans cette position, mais je connaissais également H3, le petit coup joué par Tal contre Leonov en 1949, avec l'idée de contrarier la sortie de ce fou de case blanche. En D7, il ne serait pas très actif, en E6, il bloquerait le pion E, en F5, il ne pourrait pas venir à cause du fou D3, et en G4, il ne pourrait pas à cause du pion H3. Dans la partie, j'ai joué à la place C3, donc mon adversaire ne s'est pas prié pour jouer fou G4 et venir attaquer la dame, qui est venue sur B3, attaquer le pion B7. Je précise aussi que nous nous trouvons ici dans une structure de pion dite Carlsbad et que, là encore, j'ai déjà traité du sujet, donc je vous encourage pour en savoir un peu plus sur cette fameuse structure et connaître les plans respectifs des deux camps à vous rendre dans la playlist milieu de jeu et consulter les vidéos sur le système de Londres entre les mains de Magnus Carlsen, vous verrez, tout ça est très bien expliqué. D'ailleurs, en parlant de système de Londres, mon adversaire a choisi de protéger son pion B7 en jouant Dame C8 plutôt que le coup semble-t-il plus naturel Dame C7. Sans doute a-t-il craint un schéma d'attaque à base de sacrifice du fou dame qu'on retrouve justement dans le système de Londres quand on le joue côté noir. Pour vous donner un exemple, cavalier A3 menace de sauter sur B5 et toucher la dame noire, A6 vient empêcher cavalier B5, mais ce faisant on a le temps de jouer fou F4, voilà c'est fait le petit sacrifice thématique qui vient attaquer la dame, et la dévier du pion B7 en cas d'acceptation du sacrifice, puisque maintenant suivrait dame prend B7, attaque la tour qui se retrouve piégée sans défense. Ceci dit, les noirs pouvaient défendre mieux et dame C7 était bien entendu jouable. Dans la partie, c'est dame C8 qui a été joué, maintenant fou F4
B4, on sort les pièces. Cavalier BD7, évidemment cavalier C6 aurait été plus naturel, mais pourquoi pas. H3 attaque le fou de case blanche des noirs qui recule sur H5. Cavalier D2, on sort les pièces. Les noirs jouent E6, consolident le pion D5 et s'apprêtent à sortir le fou de case noire pour roquer. Cavalier GF3, et dans cette position, les noirs ont joué un coup thématique, quoique discutable. Ils se sont emparés du cavalier en F3, se séparant par là même de la paire de fous. La partie a continué par fou E7, développement des pièces. Maintenant, les deux joueurs ont roqué. Tour F1, centralisation des pièces, et les noirs s'apprêtent à faire du chemin avec leur cavalier D7 qui commence à transférer en B6. Maintenant, tour à D1, cavalier C4 et fou B1, un thème qu'on retrouve généralement dans les structures Carlsbad ainsi que dans les structures de pion-dame isolées. Maintenant, cavalier D6, donc j'en profite que le cavalier ne soit plus en C4 pour bondir sur E5 avec le mien, c'est ce qu'on appelle un avant-poste. Tour D8, dame C2, donc maintenant vous comprenez que le fou B1, une pièce à longue portée, était destiné à prendre possession avec la dame de la forte diagonale B1 H7, avec l'idée de venir taper le roi noir. Et mon adversaire répond G6 pour blinder les cases blanches. Ce faisant, on va le voir, il va drastiquement affaiblir les cases noires autour de son roi. Alors ici, j'ai choisi de jouer le petit coup F3, discutable. L'idée, c'est d'empêcher un cavalier de bondir sur la case centrale E4. Ce faisant, je reconnais que moi aussi, j'affaiblis mes cases noires. Et d'ailleurs, mon adversaire en a profité pour attaquer mon fou sur F4 qui recule sur H2. Alors, je pensais rapatrier ce fou sur l'aile dame, mais vous le voyez, depuis l'aile roi, il aide plutôt bien au contrôle des cases noires. Donc, pour l'instant, mon roi est plutôt bien protégé. Et dans cette position, mon adversaire a joué fou H4. Son fou de case noire vient attaquer ma tour. Et dans cette position, cher viewer, c'est la première de la partie, rassurez-vous. Il y en aura d'autres. Je vais vous laisser mettre la vidéo sur pause si vous désirez chercher le coup qu'il y a à trouver et trouver le coup qu'il y a à chercher et qu'évidemment j'ai joué. Bonne chance et à tout de suite. Alors, avez-vous trouvé ce coup? Si tel est le cas, félicitations. Il fallait en effet voir le sacrifice de qualité qui n'a pas été accepté dans la partie, mais pour vous donner une idée, si fou prend E1, alors tout simplement tour prend E1. Dans la partie, j'avais également envisagé G prend H5, mais calmons-nous et restons rationnels. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Les blancs, au prix de la qualité, se sont emparés des cases noires, c'est-à-dire que les noirs n'ont plus leur fou de case noire susceptible de défendre les cases noires très affaiblies autour du monarque noir, tandis que les blancs ont leur propre fou de case noire, c'est-à-dire que les blancs vont viser un milieu de jeu où ils vont se réorganiser et taper sur les cases noires et tenter de monter une attaque de mat contre le roi noir affaibli, là où les noirs vont tenter de se défendre becs et ongles pour transposer dans une finale où leur qualité de plus va parler. Comme on le voit, il n'y a là rien de tactique, c'est simplement de la compréhension positionnelle, mais autant vous dire que j'étais fier de moi d'avoir trouvé un tel coup et surtout de l'avoir joué durant la partie. Dans la partie, les noirs ont joué cavalier G7, le cavalier était aussi attaqué. Maintenant tour E2, je me suis dit quitte à ce qu'il ne veuille pas la tour, autant essayer d'en faire quelque chose et la garder, maintenant que la deuxième rangée est libérée. Maintenant B5, les noirs débutent leur attaque de minorité à l'aile dame, donc encore une fois, allez voir les vidéos que j'ai réalisées sur la structure Carlsbad et les attaques de minorité, croyez-moi, c'est très bien expliqué. En gros, les noirs vont attaquer à l'aile dame et les blancs à l'aile roi. Dame D2, j'ai plus rien à faire sur case blanche, donc je décale sur case noire. Fou E7, regroupement des pièces. Maintenant, dame F4 vient attaquer le pion F7. Le cavalier ne peut donc pas bouger, raison pour laquelle il joue tour F8 et il vient défendre le pion F7. J'ai continué par tour G2, plaçant la tour en face du roi noir, ça ne mange pas de pain. Et rien n'empêche plus tard de continuer par H4, H5, ça va d'ailleurs être le plan. Ouvrir la colonne H, décaler ce fou pour laisser passer la tour sur la colonne H où on va attaquer le roi noir. Maintenant A5, fou G3, vous l'avez compris, c'est une course de vitesse entre les deux camps. Les blancs veulent jouer H4. Tour A6, un petit coup mystérieux, mais l'idée c'est d'empêcher H4 en jouant dame D8. Le problème c'est que si on jouait dame D8 tout de suite pour empêcher H4, alors il y aurait cavalier C6, attaque la dame et le fou, et après que la dame bouge, cavalier prend E7 échec, dame prend E7 et dame prend D6. Les blancs ont gagné une pièce et donc vont remporter la partie, ça n'irait pas du tout. C'est la raison pour laquelle après fou G3 il a joué tour A6, maintenant H4, et s'il ne peut pas empêcher cette poussée, au moins peut-il venir faire pression sur le pion H4 en jouant dame D8. Maintenant dame H6 protège une deuxième fois le pion, la dame blanche se rapproche du roi noir et tour B6 se préparant à jouer B4. Dans cette
cette position, j'ai joué un petit sacrifice de pion intéressant à base de fou F4. L'idée c'est que je veux H5, mais si le fou n'est pas en F4, alors il va jouer fou G5 et venir piéger ma dame blanche. Évidemment, le pion blanc est à bout, puisqu'en cas de fou prend H4, alors il y aurait tour H2 tout simplement. Maintenant, la colonne H est ouverte. Si le fou s'en va pour sauver le fou, alors dame prend H7, échec et mat. Et si après tour H2, on joue G5 pour consolider le fou et interrompre la connexion sur la colonne H, alors il y a quand même dame prend H7, échec et mat. Merci d'avoir ouvert la diagonale du fou blanc. C'est pourquoi après fou F4, B4 a été joué à la place. H5, on continue l'attaque comme prévu. Cavalier C4, H prend G6. On n'a pas le temps de venir prendre le cavalier, sinon dame prend H7, échec et mat. Les noirs ont récupéré du pion F. Ça ne ferait pas sens de reprendre du pion H et ainsi ouvrir la colonne. Et maintenant, il suffisait d'un simple coup comme tour H2 qui va gagner en ligne, mais je vous avoue ne pas l'avoir vu dans la partie, d'autant que mon adversaire et moi commencions à être en Zeitnot, c'est-à-dire en crise de temps. Alors, je m'adresse à toi. Oui, toi qui regardes cette vidéo derrière ton écran et qui aime sûrement le beau jeu autant que moi. Comment, dans cette position, ne pas se laisser aller et jouer? Mais je t'invite à mettre la vidéo sur pause si tel est ton souhait et tenter de chercher le coup qu'il y a à trouver et trouver le coup qu'il y a à chercher et qu'évidemment, j'ai joué. Bonne chance et à tout de suite. Et j'ai joué. Très bien, boum, cavalier prend G6, étant entendu que le sacrifice est gagnant si jamais il est accepté, ce qui donnerait lieu d'ailleurs à un amusant autre sacrifice de pièces. Par exemple, H prend G6, continue par fou prend G6, tour prend F4, lâche le fou F4, mais on a dame H7 échec, roi F8, dame H8, échec et mat. C'est pourquoi après cavalier prend G6, qui d'ailleurs remporte un pion au passage, il ne peut pas récupérer le cavalier, et à la place il a joué E5, un bon coup qui vient attaquer le fou, attaquer le cavalier derrière lequel se trouve la dame, donc le cavalier est en même temps cloué. Ma question pour vous, vous êtes dans l'embarras, qu'est-ce que vous faites? Et vous allez voir qu'à partir de maintenant, la partie qui jusqu'ici avait un rythme très lent va d'un seul coup s'accélérer pour devenir très rapide et pour ainsi dire se jouer au coup par coup, un peu comme dans les parties de Tal d'ailleurs. La tour F8 est imprenable à cause du clouage, donc j'ai joué cavalier prend E7 échec, maintenant dame prend E7, il n'avait pas le temps de prendre la dame puisque le cavalier faisait échec, dame prend H7 échec, roi F7 et fou H6. Le fou n'est plus attaqué par le pion et ce faisant il vient attaquer le cavalier une deuxième fois cloué par la dame blanche. Tour G8 défend le cheval et maintenant fou prend G7. Pourquoi me direz-vous? On a l'initiative, pourquoi échanger des pièces? Le fait est que je voulais être pragmatique, ok pour attaquer avec mes pièces, mais pourquoi ne pas échanger au fur et à mesure puisque j'ai déjà du matériel d'avance, donc je vais essayer d'échanger tout en attaquant. Si j'arrive à attaquer, tant mieux, et si je n'y arrive pas, au fur et à mesure des échanges, le matériel en plus va parler pour moi et je pourrai transposer dans une finale gagnante. Tour prend G7, dame F5 échec, dame F6 et dans cette position précise je me rappelle m'être dit non je veux plus, donc je ne veux pas échanger les dames, ce qui semble en contradiction avec le coup précédent, mais dame D7 échec, roi F8, dame prend D5, les blancs ont ramassé un troisième pion. Mais bien sûr il fallait ici compter sur cavalier E3, la famille fork entre les trois pièces lourdes. J'ai donc joué dame A8 échec, roi F7, D prend E5, petit coup intermédiaire, il n'a pas le temps de prendre une tour, sinon je prends la dame est venue en E7, évidemment il ne peut pas prendre le pion E5, sinon il y aurait tour D7 échec, roi F6, c'est une variante comme une autre, dame D8 échec, roi E6, tour prend G7, dame prend G7 et dame prend B6 échec, fourchette entre le roi et le cavalier, donc ça c'est totalement perdu pour les noirs, raison pour laquelle il n'a pas joué dame prend E5. Il a donc joué dame E7, tour D8, cavalier prend G2, et une fois encore, cher viewer, est-ce que vous reprenez directement le cavalier ou est-ce que vous jouez autre chose? Mettez la vidéo sur pause si vous désirez chercher, bonne chance et à tout de suite. Et vous avez bien sûr compris que si j'ai posé la question, c'est que la réponse est elle-même induite, et dans cette position, non, je n'ai pas récupéré le cavalier, et à la place, j'ai joué, boum, le petit coup intermédiaire fou F5, le fou au 42e coup, tout un symbole, se réveille après ne pas avoir joué pendant bien 27 coups, et fou F5 menace tout simplement tour D7, raison pour laquelle il doit prendre des mesures immédiates. Il a donc joué tour B7 qui part le clouage mortel, je précise que cavalier E3 se heurtait au très fort dame C8, mais après fou F5 il a joué à la place tour B7, maintenant j'ai récupéré le cavalier, B prend C3 et je n'ai pas récupéré le pion, et à la place j'ai joué le petit coup élégant, tour F8 échec, boum, sacrifice de tour, qu'il est cette fois obligé d'accepter, mais maintenant dame prend tour de mon côté, je prends la tour B7 qui n'est plus protégée, attaque le roi, donc le roi vient en G8, et dame B3 échec, roi H8, et
dans cette position, est-ce que vous reprenez de la dame ou du pion? Alors si vous reprenez le pion par exemple de la dame, c'est la douche froide à cause de dame prend F5, clouage. C'est pourquoi j'ai joué le petit coup roi F1 dont j'étais l'air de rien très content. Alors comparaison n'est pas raison, mais roi F1 me fait penser au style d'Alekhine ou Kasparov, vous savez, qui après avoir attaqué férocement, s'arrête pour jouer le petit coup mystérieux en pleine tempête, le petit coup auquel on ne pense pas. Et effectivement, j'avoue que j'étais content d'avoir pensé à ce coup, car en pleine attaque, on peut vite se laisser prendre au jeu et se prendre un retour de flamme en oubliant les possibilités adverses. Un accident est si vite arrivé. En plus, roi F1, sur le plan psychologique, a ce petit côté sadique de dire à l'adversaire « Qu'est-ce que tu joues ? Tu as certes une qualité de plus, mais contre 3 pions passés liés pour moi. Donc vas-y, qu'est-ce que tu vas faire ?» Ici, mon adversaire a joué tour C7, B prend C3 maintenant, dame C5 pour récupérer le pion C3. Et là encore, je me rappelle m'être dit, je ne vais pas essayer de protéger le pion que de toute façon je ne peux pas défendre. Et je veux plus, dame 6, l'activité des pièces à fond. Et après, dame prend C3, dame H6 échec, roi G8, fou E6 échec, il reste ce dernier coup, tour F7. Et après, dame G6 échec, les noirs ont abandonné. En plus de perdre la tour, ce qui est entendu, les noirs vont se faire mater dans toutes les variantes. Évidemment, les noirs sont complètement perdus, mais je vous montre pour le fun ce qui se serait passé si les noirs avaient continué. Déjà, roi F8 se heurte au tout simple dame prend F7, échec et mat. Ça, je pense qu'on a tous compris. Le roi est donc forcé d'aller sur H8 à la place. Et maintenant, on ne va pas se précipiter sur la tour. Ça ne ferait pas échec. À la place, on va jouer dame H5 échec. Donc, si on part avec la tour, par exemple, tour H7, dame E8 échec, roi G7, dame F7 échec, et maintenant 2 coups, mais dans les deux cas c'est perdant. Après roi H8, il y a dame G8, échec et mat, et après roi H6, dame F6, échec et mat. C'est pourquoi après dame H5 échec, il ne peut pas parer avec la tour, sinon on l'a vu, ça va mener au mat, mais c'est la même limonade après roi G7, il y a maintenant mat en 4 coups, à base de dame prend F7 échec, roi H6, si le roi va en H8 évidemment, dame G8 échec et mat, maintenant G5 échec, sacrifice d'un pion, le roi est obligé de l'accepter, dame F6 échec, l'impitoyable chasse au roi continue, et après roi H5, c'est fou G4, échec et mat. Mais après dame G6 échec, mon adversaire qui en avait sûrement trop vu, a tout simplement décidé de jeter l'éponge. Maintenant, j'aimerais dire 2 mots sur la suite et la fin de mon tournoi. Comment ça s'est terminé cette histoire? Eh bien très mal, car si j'ai réalisé une première moitié de tournoi de rêve, la deuxième a clairement été cauchemardesque et j'ai quasiment perdu toutes mes parties. Je dirais donc en conclusion qu'un bon joueur, ce que je ne suis pas, doit savoir non seulement digérer la défaite, mais aussi la victoire. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez me donner un coup de pouce, vous pouvez toujours en laisser un bleu. Et chéquistes de tous les pays, abonnez-vous. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!